dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos éditorialistes Samuel Gembok, Jemal Taleb et Malika Sarakou. C'est le dossier du jour. Alors que le 27e sommet de l'Union africaine a ouvert ses travaux ce 10 juillet à Kigali, au Rwanda, il est évident que la sécurité occupera une très grande partie des débats. La montée du terrorisme dans le monde n'a pas du tout épargné le continent africain, bien au contraire. Le djihadisme a même montré les limites des appareils sécuritaires de notre continent. Mais l'Union africaine a essayé tant bien que mal d'adopter plusieurs mécanismes juridiques et organisationnels pour mieux appréhender cette menace. Alors quels sont ces différents instruments? Sont-ils véritablement efficaces? Le monde de réponse avec ce reportage est réalisé par nos journalistes Oliva Jacotan, Mamat Ramadam et Chérif Bardounka. La recherche de la paix et de la sécurité a toujours été une préoccupation majeure sur le continent africain, car plusieurs pays d'Afrique sont confrontés à une insécurité quasi permanente depuis les indépendances. La diplomatie préventive est l'un des maillons essentiels du dispositif juridique et institutionnel de l'Union africaine pour sa politique sécuritaire. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avait déjà prévu dans ce sens dès 1963 une commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Mais en juillet 2000, l'organisation continentale s'est même dotée du pouvoir d'intervenir militairement dans les pays membres dans les situations extrêmes. Si vous allez à travers les statuts de l'Union africaine, vous verrez qu'il y a intervention en cas de génocide ou d'acte de génocide. Il y a intervention en cas de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Donc quand il y a ces cas-là, il faut que l'Union africaine soit capable d'intervenir. Mais pour cela, elle doit lever l'obstacle majeur qui l'empêche de donner satisfaction à présent, c'est de développer l'autodépendance. Je crois que ça, c'est déjà un succès qu'ils aient pensé à mettre des structures sur place pour pouvoir régulariser, régler les problèmes. Je crois que ça, c'est un grand avancement et nous les saluons pour cela. Et d'ailleurs, à ce stade, je pense que ce progrès peut être quand même renforcé. L'Union africaine a déployé dans différents pays des milliers de soldats en réponse au conflit. Une stratégie pour assurer la sécurité et garantir la paix. Par exemple, 7000 militaires étaient présents au Soudan pendant la crise du Darfour. Récemment, en Centrafrique, l'organisation continentale s'est montrée solidaire en y déployant des troupes. Mais pour les experts, le bilan des interventions sécuritaires reste mitigé. L'Union africaine a fait son possible. S'appuyant sur le soutien de ses partenaires et les tâches d'être présente dans les zones les plus criantes, telles que les plus centrafricaines, comme je disais, etc. Mais je crois que cela n'est pas suffisant. L'Union africaine doit faire plus. C'est comme si nous attendons toujours que les Nations unies réagissent. Nous attendons toujours que la France, les États-Unis réagissent. Et entre-temps, la situation pourrit. Depuis quelques années, les conflits ont pris une nouvelle dimension en Afrique car ils deviennent de plus en plus transfrontaliers. La montée du terrorisme déstabilise également plusieurs régions du continent. En l'absence d'une politique claire au niveau continental, pour faire face à ce phénomène, les États préfèrent former des coalitions pour combattre le terrorisme. Mais pour des spécialistes, la solution doit être continentale. On sait qu'aujourd'hui, les extrémistes véhiculent leur message dans des contextes de frustration, d'exclusion sociale, économique et même politique. Donc du coup, l'idéal serait de prévenir ces conflits en investissant sur l'emploi des jeunes. L'accès à l'emploi est vraiment important pour limiter vraiment ces formes de frustration qui entraînent les gens dans la radicalisation, dans l'extrémisme violent. Donc il me semble qu'il est vraiment nécessaire pour l'Union africaine de les prévenir. Il est aussi important de sécuriser les territoires. Il faut dire que pendant longtemps, l'Afrique a fait face à un choix, je dirais même un dilemme. Soit consacrer ses maigres ressources à son développement, soit les consacrer à sa défense et à sa sécurité. Lorsque le phénomène terroriste a émergé en Afrique, il faut dire que les États africains ont été non seulement surpris, mais ils étaient également démunis face au phénomène. Ils n'avaient pas de politique commune de défense et de sécurité, et l'Union africaine, qui est elle-même le reflet de la politique intérieure des États, n'avait pas de politique africaine de sécurité.
L'Union africaine recherche pourtant toujours la bonne formule pour la mise en place d'une force d'intervention. Cette armée continentale devait initialement être opérationnelle en 2010, puis l'échéance a été repoussée à 2015. 5 sous-régions du continent étaient chargées de fournir chacune 5 000 soldats à la force armée en attente. Mais un an après la date butoir, la mise sur pied de cette force n'est toujours pas d'actualité. Pour ce qui concerne l'Afrique, ce qui concerne le terrorisme en Afrique, ce qu'on a des forces en attente permanente, par exemple, ce qu'on appelle en anglais les stand-by forces, doivent être définitivement organisées, bien financées par l'Afrique, et recevoir la logistique appropriée, être prête à intervenir là où ça ne va pas. Une autre chose à corriger, c'est le pouvoir de décider. Je dirais que si on parvient à équiper matériellement, mais aussi d'une façon tactique, de formation, de l'intelligence, de savoir cerner ce qui va arriver, c'est une armée qui peut être bénéfique pour l'Afrique. Les bonnes initiatives pour assurer la sécurité du continent ne manquent pas au sein de l'Union africaine. Même si l'institution fait du dialogue le préalable d'une paix durable, elle dispose de mécanismes pour faire régner la quiétude dans les États membres. Mais la politique sécuritaire souffre globalement d'un manque de coordination et surtout d'une dépendance de l'extérieur pour le financement. Le 27e sommet de cette organisation prévoit statuer sur l'autonomie financière pour faire rayonner l'Union africaine dans tous les domaines. Malik, l'Union africaine s'est dotée d'appareils juridiques censés lui permettre d'intervenir militairement dans les pays menacés par les violences. L'exemple le plus frappant de ces dernières années, de ces derniers mois, c'est bien évidemment le Burundi. Après avoir brandi cette menace, lui a finalement reculé et a seulement envoyé des experts. Pourquoi? Est-ce que l'appareil juridique de l'Union africaine est-il véritablement efficace? Quand on voit les situations sur le terrain, non, on peut dire que non. On peut dire que les textes existent, mais je dirais les problèmes d'opérationnalité font qu'aujourd'hui on ne peut pas justement régler des conflits via l'intervention de plusieurs pays africains via une mission, par exemple, de l'armée africaine. Ça a été le cas pour le Burundi, mais regardez au Mali. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez plusieurs forces. Vous avez la MISMA, vous avez la MISEMA, vous avez la MINUSMA de l'ONU. Donc c'est un imbroglio incroyable parfois c'est pour la gestion des conflits en Afrique. Donc il y a plusieurs strates comme ça qui s'empilent et on n'y comprend plus rien parfois dans le contexte, dans l'analyse sécuritaire. Donc il faudrait justement aller plus de l'avant. Je pense qu'on devrait plutôt avantager les organisations régionales. Je pense que quand on voit la CEDEAO qui essaie de mettre en place, qui était pourtant une communauté économique à la base, mais qui s'efforce quand même d'intégrer le volet sécuritaire pour la gestion des conflits, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on doit procéder à cette échelle-là, par l'échelle régionale. Certains pensent qu'il faut procéder à l'échelle continentale. Je pense que déjà, la connaissance des pays de la région de certains conflits, parce qu'ils se déroulent juste à côté, et la facilité d'intervention font que, à mon sens, l'échelle régionale est la bonne pour résoudre des conflits. Bien évidemment, certains cas sont différents. Des pays n'ont pas forcément... L'échelle régionale avant l'Union africaine? Bien évidemment, moi, c'est mon avis pour des questions d'opérationnalité, mais... c'est pas si simple. Certains pays n'ont pas les capacités militaires pour intervenir, même s'ils sont proches de la zone concernée. Donc il faudrait justement penser à renforcer justement les organisations régionales pour régler les conflits actuels au sein du continent. Il y a eu beaucoup d'initiatives, la question sécuritaire, ça date pas juste d'aujourd'hui. Il y a eu le Ghana, la Sierra Leone, il y a eu beaucoup de pays au lendemain des indépendances qui ont essayé d'impulser une coopération entre les États. Malheureusement, certains aléas économiques, certains faits comme le terrorisme qui est survenu brusquement et qui s'est facilement répandu en Afrique fait qu'aujourd'hui les États ont été pris au dépourvu. Tous les États africains ne sont pas des États forts dans le sens... Quand je parle d'État fort, je veux dire armée forte, capable d'intervenir. Nous l'avons aussi vu au Tchad pendant les années 80, avec une tentative de l'OUA à l'époque d'intervenir, mais qui n'a pas fait grand-chose pour éviter la guerre entre la Libye et le Tchad. Jemal, l'Afrique a connu au cours de ces dernières années différents troubles, non-respect des constitutions, terrorisme, crise en Centrafrique, au Burundi, pour ne citer que. Est-ce que l'Union africaine, selon vous, selon votre opinion personnelle, est-ce qu'elle a été à la hauteur?
Vous êtes cruel, l'Amira, de nous donner, Malik et moi, la parole avant Gembo, qui est le spécialiste des questions de sécurité. Mais puisque vous voulez être cruel avec nous, nous allons vous répondre. Changer une constitution, ça n'est pas la violer. Les changements de constitution ne sont pas une violation de la constitution. Quand une constitution prévoit son mode de changement et qu'elle est changée, elle n'est pas violée, elle est respectée. La terreur intellectuelle qui consiste à nous faire croire que changer une constitution est en soi un acte de violence est une hérésie et une ineptie que nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas un acte violent, mais de là a découlé beaucoup de violence. C'est ce que j'essayais de dire. Il n'en découle rien du tout. Quand on respecte une constitution, on la change à la condition que cela se fasse dans les règles de changement de la constitution. Stop. Cela dit. C'est exactement la même rengaine et la même philosophie qui consiste à nous faire croire que l'Afrique est actuellement totalement phagocytée par le terrorisme. C'est faux, là encore. Il y a des foyers de terrorisme, il y a des foyers d'instabilité, il y a des foyers de difficulté. L'Afrique n'est pas menacée dans son existence ni dans sa stabilité par le terrorisme. Ça n'est pas vrai non plus. Et tous les pays qui font face répondent avec leurs moyens, parfois maigres, parfois pas très efficaces, mais répondent. Nous avons connu dans les années 80, 70, 80, 90 des foyers de tension sur le continent africain. Et les foyers de tension sur le continent africain étaient sérieux, graves. Ils n'étaient pas généralisés, ils étaient beaucoup plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous avons certes des difficultés. Les États sont faibles, pauvres, peu équipés et pas souvent préparés à répondre à ces questions-là. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la réponse est collective. La sécurité est l'affaire d'un État, elle n'est pas l'affaire de 10 États. Je ne connais pas un pays qui va aller faire la sécurité à la place d'un autre. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le modèle de l'Union européenne, qui est un modèle d'intégration très avancé, est très peu compétent sur les questions de sécurité. La politique européenne de sécurité et de défense, et Samuel Gembo en sait quelque chose, est très peu intégrée. Elle est d'abord l'affaire des États. Le Parlement a un regard très faible là-dessus et la Commission a une force de proposition qui existe certes, mais elle est très faible là-dessus. Et donc ne demandez pas à l'Union africaine, qui est d'abord un syndicat des chefs d'État, de faire à la place des autres ce que les États ne lui ont pas donné. C'est-à-dire que les États n'ont pas donné à l'Union africaine une politique d'intégration forte et encore moins une politique de défense forte. Et donc elle ne peut pas répondre là où elle n'est pas répondre. Malik a raison. Je pense, moi aussi, que la réponse, elle doit être régionale. Et que si on était capable de créer des ensembles intégrés, des ensembles régionaux intégrés, capables de répondre à ces questions-là, on y gagnerait beaucoup de temps et en lisibilité. Cela dit, ça n'est pas le cas. Donc nous avons des États faibles qui répondent avec les moyens qu'ils ont. Mais ils répondent quand même parce qu'on n'est pas capable de dire qu'ils ne le font pas. L'Union africaine elle-même répond. Elle répond par un cadre. Elle a mis en place une force de mobilisation, ce qu'on appelle donc la capacité de mobilisation de maintien de la paix de l'Union africaine. Elle est certes financée par l'Union européenne et les partenaires extérieurs, hélas, parce qu'encore une fois, les États sont faibles et ils ne sont pas prêts à donner une partie de leur souveraineté sur ces questions-là. Mais il existe la réponse. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien du tout, mais ils le font de façon faible. Et puis, restent les États eux-mêmes. Et l'équation se pose. Faut-il plus de sécurité ou plus de développement? Quand vous achetez un char, vous faites un puits en moins. Je parle d'Israël, pardon, ça ne concerne pas l'Afrique centrale, parce que les puits, il n'y a pas besoin. Quand vous achetez un bataillon pour équiper votre armée, vous faites une route ou une autoroute en moins. C'est comme ça. Mais je fais partie de ceux qui pensent que la sécurité est aussi un moyen de développement et de liberté, que d'ailleurs la première des libertés, c'est la sécurité. Et donc, il faut investir dans la sécurité. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de développement ni de démocratie, ni de constitution, tant que nous n'avons pas de la sécurité, et cela est de mon point de vue nécessaire. Cela dit, les exemples existent quand les États veulent avoir de volonté. Regardez le Nigeria aujourd'hui et le Nigeria l'année dernière, ou il y a 2 ans plus haut. Vous voyez très bien qu'on parle moins du Nigeria aujourd'hui parce que la mobilisation et donc la volonté politique existe et que la volonté politique donne au Nigeria la force de conviction, la force de frappe qu'il n'avait pas. Regardez un pays comme le Tchad, qui se débrouille très bien. Regardez même un pays très, très souvent décrié, le Sénégal, qui se défend de façon très bien. Il n'y a jamais eu d'attentat. Moi, je viens de Mauritanie, je n'ai même pas besoin de montrer les exemples de mon pays dans ces domaines-là. Et donc, la réponse existe. Et quand on la veut collective, elle existe aussi. Oh, j'en aurais fini, je vois que vous me demandez de m'arrêter. Le G5 Sahel est une réponse, là encore une fois, collective. C'est-à-dire 5 pays du Sahel ont décidé de mettre en commun
ce qu'ils sont capables de mettre en commun, c'est-à-dire mutualiser une partie de leurs moyens, notamment dans le domaine de l'enseignement, mais aussi les accords de Taman Rasset, ont permis aux pays du G5 Sahel élargi d'échanger les renseignements nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Si vous faites une comparaison et vous reculez un peu en arrière, il y a moins de terrorisme et il y a plus de réponses par rapport au terrorisme aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Samuel Gemal nous disait tout à l'heure que le continent africain n'était pas menacé par le terrorisme. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Je pense qu'il est peut-être trop tôt de l'affirmer sans embâge. Je pense que tout dépendra de la capacité de résilience des États qui ne sont pas encore frappés par des attentats terroristes. Et tout dépendra aussi de la capacité des États qui ne sont pas frappés à contrôler leur territoire. Et là, c'est un défi qui reste majeur. Il y a aussi des facteurs qui renforcent ou qui donnent beaucoup plus de place à l'activité terroriste, notamment la croissance démographique, le développement social, la protection des jeunes, l'emploi, etc. Donc si tous ces problèmes ne sont pas réglés, je pense que les pays resteront encore fragiles. Pour revenir sur l'Union africaine, je suis parfaitement d'accord avec Gemal et Malik sur la capacité de l'Union africaine. L'Union africaine fait face à une double dépendance qui rend très faible son action internationale. D'abord, dépendance vis-à-vis des États membres, ensuite dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs. Et donc, finalement, son agenda diplomatique est coincés entre les priorités politiques et diplomatiques nationales et celles de leurs partenaires. Ce qui fait que même avec l'ingénierie intellectuelle que l'Union africaine peut développer, il est difficile d'évaluer l'efficacité de tous ces mécanismes sur le terrain à partir du moment où la claire collaboration des États membres n'est pas avérée. Et aussi, il faut que les États eux-mêmes, au niveau intérieur, là encore je rejoins Gemal quand il dit que la sécurité est une affaire de pays, d'États. Aucun autre pays a l'expertise nécessaire pour établir la sécurité dans un autre pays. Il faut que la sécurité soit appropriée par les ressortissants d'un pays. Il faut le discours politique qui cadre avec les réalités stratégiques de son pays. Il faut, à ce niveau, mobiliser des instruments qui sont fondateurs en matière de sécurité et de défense. Ce sont les lois de programmation militaire, ce sont des doctrines. On ne peut pas acheter de l'armement militaire parce qu'on a un partenaire qui veut, qui veut juste vendre son armement qui n'est plus utile à sa sécurité. Il faut une doctrine militaire qui permette d'identifier l'armement nécessaire par rapport aux menaces auquel le pays est soumis. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.